Bonjour, une nouvelle chronique du confinement, toujours consacrée à ce qui fait notre quotidien dans le cadre de ce confinement. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas échapper à la question des réseaux sociaux qui, bien entendu, prennent une ampleur considérable et j'en profite en partie, enfin du moins j'espère un petit peu. Durant cette période de confinement, s'il va y avoir des vainqueurs à l'issue de cette crise, hein, je lis justement sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui se focalisent véritablement sur ce qu'ils désirent au plus profond. Alors il y a les anticapitalistes qui pensent que ça va être la fin du capitalisme, les anti-mondialistes qui pensent que ça va être la fin du mondialisme, les anti-Union européenne qui pensent que ça va être la fin de l'Union européenne, etc., etc., etc. Je ne sais pas, hein, peut-être que certains ont raison, peut-être que d'autres ont tort. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux vont encore plus se développer et c'est sans aucun doute le siècle des GAFA. Donc cette chronique, je vais la consacrer à notre relation à ces réseaux sociaux à travers différents problèmes. Le premier problème, ça va être la question de notre réputation sur ces réseaux sociaux. Peut-être que la mienne a commencé déjà à se détériorer. Alors pour pouvoir travailler cela, je vous propose tout d'abord de faire un lien avec un des romans les plus géniaux de la fin du 19e siècle, 1890, un roman d'Oscar Wilde, qui s'intitule Le portrait de Dorian Gray. Et Oscar Wilde, dans ce roman, je pense, avait anticipé les travers de la modernité. Je vous rappelle rapidement l'histoire de cet admirable roman. Un jeune homme acquiert un portrait de lui-même qui a le pouvoir de prendre sa laideur, sa bassesse morale et le vieillissement de ses traits. Aujourd'hui, nos profils sur les différents réseaux sociaux pourraient bien jouer le même rôle. Il s'agit presque de notre double, notre avatar, qui va porter de manière virtuelle tout ce qu'on ne peut pas assumer dans la réalité face aux autres. Bon. L'autre référence que, bien entendu, on peut utiliser, c'est l'excellente série originairement anglaise et qui après a été rachetée par Netflix, Black Mirror, et que l'on peut rapprocher, enfin les plus anciens d'entre nous pourront rapprocher de la célèbre quatrième dimension dans les années 60. Mais aujourd'hui, le synopsis principal de cette série, Black Mirror, a ceci de spécifique, il n'y a aucun personnage récurrent. C'est uniquement une série sur notre usage irraisonné des nouvelles technologies, des écrans noirs, Black Mirror, voire notre obsession quotidienne pour l'usage de ces écrans qui structurent de plus en plus nos existences. Alors, un épisode parmi d'autres, Nosedive, je crois, extrait de la saison 3. Alors, l'histoire se passe dans un futur proche où les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus grande et où nous sommes tous notés les uns par les autres grâce à une e-réputation. Cette note donne des avantages sociaux et permet de policer avec une extrême efficacité les relations sociales. Alors nous sommes donc dans un futur très très proche. La plus grande différence avec les caméras à reconnaissance faciale qui colonisent au fur et à mesure nos rues et le système de crédit social que la Chine développe, c'est en réalité une lentille oculaire qui présente immédiatement dans notre champ de vision, dans l'épisode de Black Mirror, les notes des autres protagonistes. Ça reste donc de la science-fiction, mais pour combien de temps ? Le personnage principal de cet épisode, c'est une jeune fille qui recherche par tous les moyens à augmenter sa note et décide de faire ce qu'il se doit pour cela. Je ne vous donne pas la fin de l'histoire, hein, parce que je n'ai pas tellement envie de vous spoiler cet épisode, mais vous découvrirez alors facilement le lien avec ce qui se passe dans notre propre société. Et il est vrai que nous ne sommes pas entièrement liés à notre réputation issue des réseaux sociaux, mais le système de notation a déjà commencé. Hein, sur les réseaux de covoiturage, sur les plateformes de vente, sur les sites de réservation de rencontres, on nous invite à noter sans cesse l'autre, cherchant à quantifier, souvent de 1 à 5, ce qui est de l'ordre du qualifiable, c'est-à-dire l'amabilité, la convivialité, la fiabilité. Du coup, les personnes qui proposent un service jouent le jeu de la transparence en postant photos et détails sur leur propre caractère, même sur leur vie privée. Le plus grand site de relations sociales qui est né en 2004, vous voyez de quoi je veux parler, interdit toute utilisation avant l'âge de 13 ans. Mais aucun enfant ne respecte cette interdiction. Aujourd'hui, les plus jeunes qui transgressent l'interdit et affichent à quel point leur vie est enviable ont à peu près 8 ans. Et il est fort à parier que cet âge va s'abaisser au fur et à mesure des années. Notre société, qui a perdu un grand nombre de rites de passages sociaux, en trouve là un qui devient fondamental. Le moment où l'enfant a son premier smartphone,
où il peut accéder aux réseaux sociaux. Donc, l'épisode de Black Mirror n'est déjà plus tout à fait la science-fiction. Au mieux, est-ce de l'anticipation. Dans 10 ans, ça sera devenu une réalité, qu'on le souhaite ou non. Et la plus célèbre phrase de l'histoire de la philosophie, cogito ergo sum, je pense, je suis de Descartes, écrite dans les Méditations métaphysiques, est presque devenue archaïque, à être remplacée par celle du philosophe irlandais Berkeley, qui l'a écrit dans les Principes de la connaissance, existare est percipi or percipere. Exister, c'est être perçu ou percevoir. Parce que nous existons que si nous apparaissons aux yeux de quelqu'un. L'anonymat devient la pire des maladies. Dans un monde où sa popularité se mesure en nombre d'abonnés, en nombre de followers, et où les traits d'esprit servent à s'attirer des likes. Bon, loin de moi d'être le vieux ronchon, voire le misanthrope. Hein. Je fais partie bien entendu de mon époque, pour preuve cette vidéo, et il ne sert à rien de vouloir changer ce qui existe déjà. Les enfants, dès l'âge de 2 ans, ont plaisir à aller voir des vidéos sur des réseaux sociaux et savent que là se noue l'essentiel des relations sociales. Nous ne tomberons donc pas dans le travers courant de la philosophie, décrit déjà dès le XVIe siècle par Machiavel dans son célèbre Prince, au chapitre 15. Je cite Machiavel, écoutez bien, parce que bien entendu ça n'a aucun rapport avec les réseaux sociaux, hein, Machiavel n'en parle pas du tout, mais ça a un rapport sur le décalage qu'il peut y avoir parfois entre le philosophe dans sa tour d'ivoire et la réalité et l'incapacité qu'a le philosophe de véritablement comprendre cette réalité. Je vous lis Machiavel. Il y a un tel écart entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se perdre qu'à se sauver. Pensons donc à la réalité des réseaux sociaux pour ce qu'ils sont et reprenons 2 dimensions qui nous imposent. La dimension de la réputation et celle de la transparence de nos vies publiques, entre guillemets, par opposition à notre vie privée que nous pouvons encore préserver. Quoique. Commençons par la transparence, même si très vite nous arriverons à comprendre que c'est un faux problème. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, dans Huis clos, met en scène un homme, après sa mort, découvrant l'enfer. Il s'agit d'une pièce avec 3 sofas et 3 personnes qui savent tout des autres, jugeant leur bassesse, voire leurs crimes. L'enfer, c'est les autres. Célèbre phrase qui clôture la pièce et qui résume ce que seraient nos existences si nous n'avions pas la pudeur de nous protéger du regard des autres. Mais pourquoi ? Car les relations humaines se basent sur les apparences. L'apparence que l'on donne de soi aux autres et qui constitue une bonne partie de notre identité. Jean-Paul Sartre était ce qu'on appelle en philosophie un phénoménologue existentialiste, disciple des philosophes allemands Husserl et Heidegger. Qu'est-ce que c'est que ça, la phénoménologie ? En fait, c'est une philosophie qui explique que la condition humaine passe par les apparences, que nous ne sommes qu'apparence face aux autres. Il n'y a pas de dualité entre une intériorité et une extériorité, c'est-à-dire entre ma réelle personnalité, qui serait ce que je ressens à l'intérieur de moi, et la superficialité des apparences. Pour Sartre, je ne suis que ce que je donne comme image. Prenons l'exemple célèbre du garçon de café, extrait de L'être et le néant, et livre de philosophie écrit par Jean-Paul Sartre en 1943. Le garçon de café est aimable, habile, rapide. Il joue un rôle, celui du garçon de café. Mais n'est-ce juste une apparence ? Non, car il est ce garçon de café. Nous ne le connaissons que comme garçon de café. Il y a une forme de mauvaise foi à croire que nous pouvons jouer des rôles sans y être englués, pour reprendre l'expression de Sartre. En réalité, nous sommes les rôles que nous jouons. Ce que Sartre ne pouvait pas prévoir, c'est que les réseaux sociaux modifieraient la temporalité des relations avec les autres. Auparavant, nous devions jouer un rôle uniquement au moment où nous rencontrions les autres. Désormais, nous sommes des images et nous les soumettons aux autres à tout moment, alors même que les autres peuvent ne pas être là. C'est la modification essentielle que nous apporte le web. J'essaie de m'expliquer un peu plus. Les relations avec autrui se sont toujours basées sur un conflit, selon Sartre, celui de ma liberté face à celle de l'autre. Je suis pour l'autre un objet soumis à son regard, objet de son désir. Face à cela, je vais être reconnu comme un sujet libre et digne. Mais moi-même, je ne fais rien d'autre que de soumettre l'autre à mes propres désirs. Donc nos relations sont marquées par cette opposition incessante. Sartre prend l'exemple des relations entre 2 jeunes amoureux.
La jeune femme sait que son compagnon a du désir pour elle. Elle est flattée par ce désir, mais il ne veut pas que ce désir soit exprimé trop crûment. Elle veut être respectée par l'autre, et pour cela, se joue le jeu de la séduction et de l'attente. C'est cela le conflit. La séduction est une relation de force entre deux êtres qui se désirent, mais qui doivent respecter les codes de la société pour exister pleinement. Or, les réseaux sociaux modifient cela sur le plan de la temporalité, car on s'offre en permanence au regard des autres. Mais la mauvaise foi reste néanmoins la même. On offre à l'autre une image que l'on désire être. Ce n'est que superficialité, comme si nous projetions une image qui n'est pas nous. Nous sommes l'image que nous donnons de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. L'enfer, c'est les autres, même sur le web. Si nous n'avons pas la possibilité justement de contrôler cette image. La réputation jouant néanmoins un plus grand rôle, car les possibilités d'être vu par les autres sont démultipliées du fait de ces réseaux sociaux. Et c'est là notre deuxième problème, celui de l'amour-propre dans notre rapport à l'image. Ce problème fut souligné très tôt, bien avant l'invention d'Internet, par Jean-Jacques Rousseau dès le XVIIIe siècle. Selon lui, l'amour de soi est un sentiment naturel, mais qui est dégradé par les relations sociales. Dès que nous sommes confrontés aux autres, selon Rousseau, il explique cela dans son discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, discours qui va mettre en avant justement cette entrée de l'individu dans la société. Dès que nous sommes confrontés aux autres, nous sommes en compétition. Et nous sommes davantage préoccupés par notre apparence que par la réalité de notre être. L'amour de soi nous pousserait à choisir ce qui est bon pour nous, mais nous sommes étouffés par notre amour-propre qui nous pousse à aimer ce qui est bon pour notre réputation. Et c'est là la principale perversion des relations sociales qui existait déjà dans les salons mondains que fréquentait Jean-Jacques Rousseau et qui est généralisée par notre addiction aux réseaux sociaux. Nous voulons exister socialement et nous nous préoccupons de ce que les autres pensent de nous. Notre personnalité se trouve faussée. Mais croire qu'il n'existe pas de conséquences dans ces comportements relève de l'aveuglement ou de la naïveté. Donc, nous voulons avoir une réputation sur le web. Et cette réputation nourrit notre amour-propre. Mais nous ne voulons pas de transparence, car nous ne voulons pas que les autres voient nos bassesses. Autrement dit, la vie sociale, même virtuelle, peut-être même surtout virtuelle, deviendrait un enfer s'il y avait une transparence totale. Mais ça n'empêche pas de considérer notre image comme un élément constitutif de notre réelle personnalité. Et c'est là-dessus que peut se développer, par exemple, le harcèlement, une rumeur, une insulte, une humiliation virtuellement publique, car Internet c'est le nouveau lieu où se construit l'opinion publique, peuvent détruire un individu encore plus rapidement qu'auparavant. Et c'est dans un tel contexte que l'apparition de la notation devient dramatique et incontrôlable. Nous nous dirigeons vers une société où notre apparence sur Internet va devenir notre véritable existence. En écoutant cette vidéo, nombre d'entre vous diront « Oh non, jamais, au grand jamais, je ne me laisserai faire ». Mais par un mélange d'amour-propre et de mauvaise foi, nous glissons tout doucement vers la situation décrite par cet épisode de Black Mirror, Nosedive. Donc soyez sûrs que nous sommes d'ailleurs les dernières générations à se poser la question « Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» Le futur nous montrera que même cette question ne se posera plus. Il s'agira uniquement d'un rite d'initiation sociale auquel nous soumettrons nos enfants, nos parents, nos amis, avec même leur complicité.